Impressionnant. On arrive à capter encore votre attention pour la dernière séquence, merci. Donc voilà, on arrive au troisième moment dit de conférence, d'exposé et de questions-réponses avant la toute dernière intervention avec l'association Olmos. Bertrand Demange, comme je vous l'ai dit, cadre formateur à l'IRTS, responsable du CAFE Ruisse. CAFDES. Je travaille souvent avec son collègue. C'est vrai. Philippe pour CAFE Ruisse, donc CAFDES, pardon, qui est en fait le diplôme, on va dire parallèle au MOS en fait, hein, d'une certaine manière, qui est historiquement le diplôme d'accès aux fonctions de direction dans l'ensemble du travail social, quel que soit le champ, quel que soit le secteur, et d'une formation historique dans le paysage national, rattaché à l'école de Rennes, à l'école de haute santé, des études de santé publique, et qui donc, à qui on a demandé de venir faire en fait un exposé. C'est aussi pour montrer l'ouverture. Hein. C'est-à-dire qu'on aurait pu rester entre MOS ou entre dans notre secteur, mais on a souhaité aussi que l'IRTS de Lorraine soit présent. Et donc, pour ce faire, Bertrand vous demande à bien voulu accepter de se plier à l'exercice. Ce qui est stressant. Confirme, ça je lâche un peu mon stress tout de suite. Hein. Et donc de pouvoir venir intervenir sur une thématique commune qui vient dans notre objet et qui va essayer de vous dire finalement pour lui quelle est sa vision et quels sont les enjeux ou les défis que le management des établissements et services du médico-social rencontre et par rapport auxquels ils vont devoir ou pas ou réussir à trouver des voies d'évolution. Merci Bernard. Alors, bon voilà, vous allez me permettre le temps de chauffer. Je n'ai pas l'habitude d'avoir un amphi aussi rempli, hein, puis surtout avec la période qu'on vient de passer. Donc merci Bernard pour la présentation. C'est très important pour moi qu'on ait parlé de l'IRTS de Lorraine et du CAFDES. Et il n'a pas exprimé une formation concurrente. Et c'est bien d'entendre ça parce qu'elles ont des différences, ces formations. Et comme ça, je vais casser le truc. Je m'occupe du CAFDES aujourd'hui. Je l'estime énormément, cette formation, parce qu'elle a un niveau de technicité différent, mais elle est beaucoup plus distante que vous du savoir scientifique. Et pour casser en plus tout de suite les liens, j'aime bien casser les liens, je suis mossien. Donc merci. Donc j'interviens au MOS de Metz depuis 6 ans maintenant. Et donc comme ça, vous voyez que j'essaye de faire le pont. J'ai d'ailleurs même un secret... une ambition secrète, pardon, ce serait de réussir à créer des ponts entre ces deux formations-là, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire, à aller chercher à l'IRTS et à l'université. Et je crois en la complémentarité. Et vous allez voir la teneur de mes propos aujourd'hui, ce serait ayons le courage de passer des fois outre certaines traditions qui peuvent nous peser et peuvent peser au monde dans lequel on vit et d'ailleurs au management ensuite des établissements qu'on doit mener. C'est pour ça que je voulais aborder avec vous 3 étapes. C'est nouveau, hein, j'ai vraiment construit ça pour vous, hein, même si il y a quelques éléments que j'utilise parfois en cours. Oui, je vais parler de management des établissements sociaux et médico-sociaux, mais d'abord, les établissements sociaux et médico-sociaux font partie de la société française, européenne et mondiale. Et je pense que si vous avez l'ambition de devenir manager, dirigeant, donc de gérer une équipe de personnel, il est bon que vous ayez une certaine hauteur, un recul. Et voilà, je vais essayer de commencer par quelques visions très choisies, vous remarquerez, de l'évolution du monde. Et je finirai par, c'est presque des lieux communs d'exprimer voilà, les bouleversements que le secteur social médico-social connaît. Et une fois que j'aurai vu ça, je vais arriver à la vraie teneur de mes propos. Vraiment, l'objectif que j'ai avec vous aujourd'hui, c'est de parler des changements souhaitables dans le management des établissements et services. Je pense qu'il y a des changements souhaitables. Et les changements souhaitables, selon moi, ils sont principalement dus à votre posture. Et là, j'ai devant moi les dirigeants de demain.
Et les dirigeants ont un impact fort dans la qualité de vie au travail de nos collaborateurs, de nos travailleurs sociaux, de nos administratifs. Et voilà, la teneur de mon propos sera là. Tout ça, et vous verrez, est très choisi. Je suis assez tranché comme personne et j'essaye parfois d'être clivant, mais c'est parce que voilà, je veux vous faire déplacer un peu l'esprit sur une logique andragogique, donc des adultes qui doivent apprendre. Je voudrais activer en vous l'envie d'apprendre. Vous êtes en début de MOS, donc voilà, mon objectif est là derrière. Je finirai par un exemple, en fait, ma vision, mon interprétation, enfin, pour vous illustrer un peu certains des changements que je pourrais imaginer souhaitables. Encore une fois, je ne me présente pas devant vous comme un scientifique. Je suis à temps partiel à l'IRTS, j'interviens un peu ici et je suis consultant formateur à côté, en libéral. Donc j'ai eu la chance de rouler ma bosse sur différents établissements et j'ai passé plus d'une décennie dans le secteur du handicap en tant que qualiticien. Des fois, on m'envoie des boules quand je dis ça. Voilà, donc je finirai vraiment sur une illustration qui vaut ce qu'elle vaut. Et c'est un peu choisi parce que ça vous fera peut-être réagir cette fois-ci pour les échanges qu'on peut avoir après. Alors, mon ton, vous remarquerez un petit peu, mon ton, il va se vouloir, je vais volontairement appuyer sur certains traits. Donc, tout ce que je dis n'est pas vrai. Ça, je le dis tout de suite. Je dis des bêtises, voilà, mais l'objectif que j'ai de mon oration, c'est vraiment de vous décristalliser. Alors, vous avez tous entendu Kurt Lewin, conduite du changement, on décristallise, on déplace, on cristallise. Voilà, vous êtes en début de formation MOS, mon objectif est là, donc j'ai appuyé volontairement les traits et j'ai même choisi des concepts, des théories très choisies pour servir mon propos, quoi. Mais voilà, je pense que l'intérêt, c'est de vivre un petit temps sympa entre nous. J'espère que vous n'allez pas me déglinguer à la partie question, mais allez-y, s'il faut, je prendrai. J'ai accepté le jeu, j'irai au bout. Que ce soit clair, l'objet de ma prise de parole, elle est quand même si vous allez voir, ça va être très général. Au début, c'est là où je suis moins à l'aise, mais on reviendra à la fin sur vraiment, c'est quoi manager quand même dans notre structure, quoi, dans nos établissements. Mais l'objet, c'est que même s'il est dit pour construire le secteur de demain, je ne m'intéresse pas du tout à l'évolution des politiques publiques, je ne crois pas du tout voilà, que ici je suis capable de vous apporter quelque chose pour nous faire avoir plus de finances, etc. Donc ça va, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de votre posture de manager, de dirigeant. Ou peut-être de votre future posture de dirigeant. Voilà, et donc mon hypothèse de départ, mon postulat de départ, c'est que le secteur manque de ressources. Ouais. Au moins, on se met d'accord sur un bon truc au départ. C'est bien. Donc, voilà, le secteur manque de ressources, clairement. Je dirais 3 ressources principales. La première, de l'argent. On a besoin de finances. Et désolé, on ne va pas trop parler de ça. Je n'ai pas de moyens. Soyons déjà bons en gérant nos établissements. Je pense que M. Kratz a pu évoquer certains sujets qui étaient en lien avec ça. Moi, je ne suis pas à l'aise sur ce sujet-là. Mais oui, on manque d'argent. OK. Mais on manque d'autres choses. Et ça, c'est vrai que ça s'empire. Avec la crise qu'on vient de vivre, mais c'était un mal qui était déjà très présent. On manque de compétences. Le secteur n'est pas super attractif. Et avec le temps, et puis avec l'évolution d'une société, le personnel est de plus en plus volatile, j'entendais un 25% de turnover, c'est quand même monstrueux. Comment on fait pour gérer ? J'ai entendu certaines questions, je comprends, mais comment on fait pour gérer, pour maintenir des process, des savoirs, avec un quart de personnel qui tourne tous les ans? C'est de la folie. Donc ouais, si notre posture managériale pouvait, voilà, si nous, dans notre manière de faire, on pouvait avoir des modes de fonctionnement qui limitent un peu l'hémorragie, ce serait pas mal, quoi. Donc c'est un peu mon postulat de départ. Et un autre postulat de départ, on manque de temps. Vous en avez du temps? Manque de temps. Alors, je dirais, moi je vais baser mes propos, alors là, vous pouvez prendre note, on a un gars qui est super, un Allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, sociologue, philosophe, qui, j'ai vu des têtes, ça a l'air d'être connu. Hartmut Rosa a fait quelques ouvrages qui sont franchement géniaux sur l'accélération de notre monde. Tout va plus vite. Mais ça va plus vite, ça s'accélère réellement. Et alors lui, il catégorise en plusieurs parties, mais une première partie qu'Hartmut Rosa évoque, c'est l'accélération technologique. Moi, j'ai Kerninfo là au bout de mes doigts. C'est quand même dingue. Il y a 25 ans, ça n'existait pas. Et en effet, on est tous pris dans cette machine parce que les attentes, la société capitaliste, libéral, néolibéral, nous a amené à avoir un super
progrès technologique. Mais il s'est accompagné d'autres choses. Parce que oui, vous avez compris qu'on a gagné en confort. Hein. Mais il s'est accompagné de plein d'autres choses. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'avant, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'est 25 ans, 30 ans si on va loin, on avait des personnes, des dirigeants hein, comme vous, ils écrivaient des lettres. Ils envoyaient des lettres. Vous envoyez des lettres, vous? On l'a fait. Ah, c'est beau, il en reste. Vous avez vu, hein, notre monde est complexe, hein, il reste encore du passé. Entendez bien ça, hein, c'est la teneur de mes propos. Ah, mais j'ai entendu qu'apparemment, elle faisait encore. C'est intéressant, parce que vous nourrissez mon propos, dans le sens où, oui, le monde s'accélère, tout ça, mais en fait, on a quand même toujours des restes du passé. Hein. Donc, en fait, vous vous retrouvez dans des établissements où il y a de la technologie d'aujourd'hui, avec des gens qui ont encore dans leur tête, ou même dans leur envie, la technologie du passé. Mais on m'a dit qu'il ne fallait pas que j'interagisse avec le truc pendant cette phase d'oration à cause de cette chose-là. Ce n'est pas du tout ma manière de faire, je suis désolé, on sera sûrement en cours. Et vous verrez que l'interaction, je ne pense qu'à ça. Désolé, là, je réponds à la commande. On écrit des lettres. Mais écrire des lettres, ça pouvait... Enfin, je veux dire, écrire 10 lettres, ça prenait combien de temps à peu près avant presque 2 heures. Hein, vous regardez, parce qu'il y en avait même des dirigeants, ils dictaient des lettres. Ils faisaient comme moi, là, c'est le stress, hein, je suis désolé, je marche, je ne sais pas vous donner les tournis. Mais... Alors, ils marchaient dans le bureau, ils avaient une pipe, un cigare, une clope, et puis ils dictaient à quelqu'un le courrier. Donc, il y avait 2 ressources pour écrire 10 lettres pendant 2 heures. Sauf qu'aujourd'hui, un manager, combien de temps ça lui prend pour écrire 10 emails? Mais 1 heure maximum. Hein, 1 heure maximum. Après, ça peut être des bons mails. Hein. Les courriers, on les faisait bien, on mettait du style avant. Hein. Aujourd'hui, on est plus direct, ce qui peut s'entendre. Mais c'est aussi une accélération. Et qu'est-ce qu'on fait de l'heure qu'on vient de gagner, là? Eh bien, on écrit 10 mails de plus. C'est juste une illustration de l'accélération qu'il y a. Oui, l'accélération technologique est formidable. Nos voitures, tout ça, c'est génial. Mais en fait, je voudrais que vous compreniez que les propos d'Hartmut Rosa, c'est dire que ça a irrigué plein de choses. C'est que cette accélération technologique tant souhaitée par la volonté de modernité, de confort, voilà, en fait, elle est allée plus loin. Et elle a eu un impact sur un deuxième aspect d'accélération, l'accélération sociale. On change plus d'entreprises aujourd'hui. On divorce plus aujourd'hui. On change de partenaire. Non mais c'est vrai, c'est quand même quelque chose d'important et qu'en fait, cette accélération technologique, elle a même glissé jusqu'à l'accélération des sociétés. Ce qui est quand même fou. Je veux dire, même nous, dans nos relations, on en veut plus. Et je veux dire, le troisième aspect, je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. D'ailleurs, il faudra me borner pour le temps, je n'ai pas allumé mon chrono. Mais le troisième aspect, c'est vraiment l'accélération, cette fois-ci, de nos rythmes de vie. Notre manière de penser. On en veut, mais réellement plus. Tiens, je veux écouter du Mozart. J'ai Spotify, j'ai toute la collecte de Mozart. Et donc, limite, il faut que j'écoute, il faut que je trouve du temps pour... voilà. En fait, on est toujours pressé. Mais ce qu'il y a de fou, c'est qu'avec toute cette accélération, on devrait gagner plein de choses. En fait, il y a un truc paradoxal, c'est qu'on a encore plus l'impression de manquer de temps. Et alors, la teneur de mes propos sur cet aspect de l'accélération, c'est d'arriver sur ce qu'on ressent, ce qu'on est, ce qu'on vit, ce que vous, manager, vous allez vivre, mais ce que vos collaborateurs, allez, je vais exprès tirer le trait, ce que vous allez leur faire vivre. Et oui, on va leur demander plus parce que c'est l'accélération de la société, vous faites partie d'elle, et il faut qu'on soit conscient de ça. Et vous allez créer cette sensation, cette émotion qu'on ressent. Oui, il se passe plein de choses, on fait plein de trucs, mais en réalité, ça nous génère tous quelque chose, le stress. Et derrière le stress, pour certaines personnes, ça peut aller plus loin. Au travail, vous savez, quand on se donne beaucoup, on donne plein d'énergie, parce que l'accélération, c'est quoi? C'est des changements. Hein, c'est bien Sauf qu'au boulot, hein, Hartmut Rosa parle ça toujours dans sa deuxième partie, l'accélération de la société, on change beaucoup plus nos pratiques. Vous avez plein de réunions, vous allez changer une procédure, changer l'utilisation d'un logiciel, reparamétrer quelque chose. On change plein de choses. On change aussi nos relations avec nos collègues, vu qu'ils changent plus. On change aussi les exigences. Donc voilà, nous, on s'adapte tout le temps. Dans cette accélération, on s'adapte. Mais s'adapter, ça demande de l'énergie.
Mais quand on donne de l'énergie et qu'on a l'impression qu'à la fin, au final, bah, ça va, j'arrive à me maintenir dans mon boulot, bah, c'est du stress et ça peut aller jusqu'à du burn-out. Et au niveau de la société, quand on en fait toujours plus, on veut toujours être plus beau, on veut toujours être plus performant en sport, etc., alors qu'en fait, on reste au même niveau dans la société. Cet écart entre l'énergie qu'on donne et ce qu'on reçoit en retour, cet écart-là, c'est une pathologie, on le vit mal. C'est de la dépression. Je voulais déjà faire un point là-dessus, parce que je trouve que c'est important de réaliser que cet écart entre l'énergie qu'on donne à s'adapter constamment à cette accélération et le sentiment qu'on a en fait, de rester quand même sur place, cet écart-là, il nous fait mal. C'est aussi un certain mal-être. Alors moi, contrairement à M. Kratz, je vais bien tirer les traits, je noircis le tableau dès le début. J'espère finir avec un peu d'optimisme à la fin, mais là, ça, je commence bien dur. Mais voilà, je voudrais que vous entendiez que les établissements et services sociaux et médico-sociaux baignent dans ce monde-là, qui est prouvé et qui est vraiment dans cette difficulté-là, et on le ressent. Je pense que avec mes propos, ça doit résonner. C'est d'ailleurs les nouvelles thématiques de recherche d'Hartmut-Rosa, c'est la résonance. Mais ça, ce sera peut-être pour une autre ouverture. Et juste sur les points des établissements sociaux et médico-sociaux, comprenez que l'origine, ça me parle, IRTS, un travailleur social est quelqu'un qui veut avoir du sens. Il a choisi ce métier parce qu'il voulait aider son prochain. Et donc, pour lui, le sens de ce qu'il fait, le résultat de ses actions, c'est important pour lui, la recherche de sens. Mais encore une fois, il y a toujours cet écart entre je donne, mais au final, où est le sens? On me fait changer plein de pratiques, je remplis plein de tableaux pour rendre des comptes, etc., aux autorités de tarification et de contrôle, mais j'en tire quoi? Et en fait, nos travailleurs, plus que les autres travailleurs, selon moi, donc là je fais attention, je vois qu'il y a des scientifiques, je fais gaffe, selon moi, souffrent encore plus de cette accélération. Et alors, maintenant, je vais illustrer le contexte du monde dans lequel on est. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme de VUCA, c'est créé par l'armée américaine dans les années 90, pour expliquer quand même, vous allez partir en intervention les militaires, mais attention, le monde n'est plus comme avant, le monde est VUCA. Alors déjà, le V, il est volatile. C'est clairement l'accélération que je parlais, ça fait le lien. Il est volatile, les choses sont éphémères, les choses changent vite. Mais deuxième acronyme que je trouve super important, il est incertain. Uncertainty, hein, le U, VUCA, en anglais. Et il est incertain. Oui, en effet, qui d'entre vous, manager de demain, va pouvoir faire des projets et dire « moi, je vais tout maîtriser et je sais anticiper comment ce sera dans 5 ans ». Un projet d'établissement, c'est 5 ans. Je vais le répéter encore une fois. Un projet d'établissement, c'est 5 ans. Ensuite, et ça c'est fondamental, en tout cas dans ma manière de voir, je voudrais qu'on parle de complexité. C'est quoi la complexité? Souvent, je différencie, enfin moi je mets une sorte d'opposition entre ce qui est complexe de ce qui est compliqué. J'aime illustrer un système compliqué comme une voiture. Une voiture, vous avez un gars qui est un bon mécano, un bon technicien, un bon ingénieur, il vous prend une bagnole, il vous sort le moteur, il vous refout un autre moteur dedans, oh, ça n'a pas d'impact sur la carrosserie, ça n'a pas d'impact sur les sièges, ça n'a pas d'impact sur le volant, etc. C'est super ce système-là, en fait, on peut interagir sur une partie du système, ça n'a pas d'effet sur le reste du système. Ça, c'est compliqué. Le compliqué, on peut le découper en plein de petits morceaux, c'est des petits systèmes simples, liens de cause à effet lisibles, formidables. Vous, manager, vous allez gérer des systèmes complexes. Là, c'est un plat de spaghettis, vous retirez le spaghetti, vous ne pouvez pas anticiper. Bon, en réalité, oui, mais dans l'absolu, là, on va le représenter. Vous voyez, un système compliqué, on va dire, on a un moteur qui est relié à un système de direction, à un châssis, avec des sièges. Vous voyez, le système compliqué, il aura une forme un peu comme ça, quoi, hein. Alors que le système complexe, j'aime à le dessiner comme ça. Vous avez tous vos collaborateurs, plus des systèmes d'information, etc. Et ça fait un peu comme ça. Voilà, si vous voulez, je continue le dessin, ça me fait plaisir, je m'amuse. C'est un truc comme ça. Ah ouais. Enfin, même chose qu'on gère, nous, hein. On ne gère pas des bagnoles, on ne gère pas un logiciel informatique, même si l'informatique, j'avoue, il y a des bons logiciels à la fin, ça devient des trucs assez complexes. Mais vous gérez vraiment de la complexité, parce que ce qui est composant dans ce qu'on manage, l'humain, vous voyez, si... Oh, elle a levé les sourcils.
J'ai rien dit. Pourtant, on a communiqué. En fait, on ne peut pas ne pas communiquer entre humains. Et donc, vous arrivez le matin au boulot dans l'établissement, vous dites pas bonjour, on a plein de dire, oh, elle a le mauvais poil, elle, aujourd'hui. Voilà, vous pensez à votre truc, mais vous n'êtes pas de mauvais poil. Mais pourtant, vous avez communiqué, et le système a entendu. Alors, ce qui est de sympa, avec cet aspect de complexité du monde dans lequel on est, et qui est de plus en plus complexe, parce qu'il s'accélère, hein, lui aussi, la complexité s'accélère. Le complexe a un truc formidable, et là, je tiens ça d'Eliyahu Goldratt, hein, le père créateur des théories des contraintes. Eli Goldratt nous dit, complexité égale simplicité inhérente. Ça devrait vous rassurer. Oui, si vous donnez une information dans le système complexe, l'information va agir sur tout le système. Vous faites un projet d'établissement, normalement, ça agit quand même sur tout le système. Alors après, si vous faites un projet d'établissement, mais que derrière vous prenez parole en donnant des choses qui sont très contradictoires, ne vous étonnez pas que tout le système va se braquer contre vous. Mais au moins, il est simple. Donc, en fait, on gère quand même un tout. Mais voilà, on est quand même dans cette complexité-là. C'est vraiment, tout est interrelié, tout est couplé. C'est vraiment interconnecté. Et enfin, ambigu. Alors, ambigu, juste pour vous retenir le truc, on va entendre la phrase de notre président, c'est le en même temps. C'est le en même temps. Dans nos systèmes qu'on gère, dans le monde dans lequel on vit, moi, je suis en même temps très structuré, je suis en même temps hyper déstructuré. Dans nos établissements sociaux et médico-sociaux, c'est formidable. On a des travailleurs sociaux qui doivent développer l'autonomie de personnes en difficulté, de personnes vulnérables. Mais attention, ils doivent aussi les protéger. Je fais quoi? On doit respecter les droits des personnes. Ah oui, ils ont des droits, hein, on doit respecter. Et ils ont le droit à secret de l'information quand même, on ne va pas tout divulguer leur vie. Ouais, mais nous, comment on fait pour travailler en équipe? Parce que nous, on est dans un monde VUCA, alors on a besoin quand même de savoir. Comment voulez-vous qu'on entraîne la cohésion d'une équipe, qu'on la maintienne, si d'ailleurs tu ne m'as même pas dit les infos? Non mais ça, il fallait quand même me le dire. En même temps. Vous managez ça, hein. Vous managerez ça. Next topic. On a... alors j'ai entendu de l'intergénérationnel. Je vais le prendre sous un autre angle. L'intergénérationnel, je dirais, oui, on a des jeunes, des vieux, etc. dans nos établissements. Mais je ne veux pas du tout que vous entendiez mon propos comme les anciens sont l'ancienne génération, les jeunes sont la génération Y, Z, etc. N'entendez pas ça dans mon propos là tout de suite. Ce que je voudrais que vous entendiez, c'est qu'il y a toute une histoire dans notre société et que le monde du travail a évolué et il nous a donné alors, des empreintes, mais des états d'esprit qui nous viennent de l'histoire. Et dans une même personne, là, à chaque fois que je regarde des yeux ici, dans votre tête, vous avez quasiment toutes les générations. Parce que vous faites partie du monde VUCA. Et vous avez tout ça dans votre tête. Alors, pour vous illustrer le truc, on avait dans les années 20 plutôt une posture... vous savez, on était forgeron de père en fils, fermier de père en fils, voilà. Et puis, moi, j'étais le salarié du forgeron. Bah, le père forgeron, c'était presque mon père, quoi. Il s'occupait de la petite famille, gérait ça. Le manager, c'était vraiment la posture de manager patron. Management paternaliste. Alors, c'est sûr que quand le papa, il n'aimait pas trop l'enfant, ça saquait sec. Ben, c'était comme ça. En fait, mais il y avait quand même une empreinte, en tout cas, de cet esprit. On passe aux années 30. Alors, les années 30, ayez en tête, je ne sais pas, La guerre des boutons. Vous voyez, le film La guerre des boutons, là. Mais moi, je reprends ça de Raphaël Hoche, d'ailleurs, quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, que j'apprécie énormément. Années 30, guerre des boutons, un état d'esprit, la force. Ouais, c'est les forts, les dominants, et le fort, lui, il suit, c'est lui le chef, etc. Et donc là, on a un management, qui est vraiment le management directif. Avec le manager, c'est le chef. Vous avez tout ça dans votre tête, encore. Dans les années 60, il fallait produire plus qualité, tout ça, parce qu'en quantité, on commençait à savoir produire tout ça. Il fallait commencer à mettre des règles au boulot. Et donc, on a eu une approche qui c'est l'approche l'ordre. Avec un type de management bureaucratique. Bureaucratique, hein, qui est fondé sur des règles. Avec, cette fois-ci, les patrons, qui étaient devenus chefs, là, il faut qu'ils deviennent managers. On doit structurer, on va faire des procédures, des instructions de travail, enfin voilà. Et ça, c'était plutôt années 60. Années 80, hommage à Bernard Tapie, je trouve qu'il illustre bien cette vision. Années 80, on est dans des années où c'est le succès qui prime. La réussite, il fallait trouver des opportunités. Il y a une forte croissance, hein, en plus, il faut savoir. Et donc, on a eu un management stratégique. Il fallait aller chercher des opportunités. Là, celui qui était patron, qui était devenu chef, qui était devenu manager, maintenant, il faut qu'il change un peu, il faut qu'il devienne leader. Mais les salariés, ils veulent ça aussi, hein.
Et vous, dans votre tête, vous avez toutes ces empreintes-là, parce que vous avez entendu tout ça, vous avez vu des films. Et en fait, cette complexité monde VUCA, on l'a des fois. Un collaborateur, un travailleur social est très, très doué pour faire ça. Il saura vous attraper sous l'angle qu'il veut. Une fois chef, une fois patron, une fois manager, une fois leader. Et ça, c'est que années 80. Et maintenant, on arrive aux choses assez récentes qui ont quand même mis un bon twist, je pense, dans l'intergénérationnel. Et c'est années 2000 où on est arrivé avec le management bien-être. Là, il fallait pouvoir faire la sieste au boulot. Moi, ça me plairait à mort, vous n'imaginez pas, je pense que je suis très 2000. Mais voilà. Donc là, on est sur un type de management attendu qui était plutôt le management de l'intelligence collective, quoi. Voilà, on commence à vouloir... voilà, on doit pouvoir dire un peu ce qu'on pense, puis gérer aussi l'équilibre, hein, vie pro, vie perso, tout ça, c'est arrivé quand même. Donc le bien-être, la marque bien-être, et donc le manager qui était donc... alors je refais le truc, hein, excusez, je me perds, hein, paternaliste, chef, manager, leader, maintenant il devient coach. Tous les concepts de manager-coach. Très utile. Et les travailleurs sociaux vont vous demander d'être aussi leur coach. Mais soutiens-moi quand même un peu, tu vois bien. Bon, j'arrête la pièce de théâtre, je tire les traits, je vous ai dit. En revanche, on arrive à 2010, donc là c'est plus que 10 ans après, hein, je faisais des sauts de 20 ans, mais l'accélération maintenant je peux dire 10 ans. Hein. C'est 2010, on a eu une vraie empreinte de liberté. On voulait de la liberté au travail. Ça, c'était très important. Et c'est encore un peu émergent, mais il y a une vraie logique managériale qui a évolué. On est sur du management co-responsable. Là, la stratégie, elle est quand même un peu donnée aux équipes. Donc, ce qui fait que la posture du fameux leader, manager, tout ça, coach, elle est encore en train d'évoluer. Et c'est à vous de la construire, la suivante. C'est à vous de faire face à ça. Et sachez que vous êtes diplômé là bientôt, vous allez peut-être avoir 10 ans encore d'expérience, hein, chef de service, mais dans 10 ans, vous aurez une nouvelle empreinte générationnelle. Hein. Moi j'ai un fils de 6 ans, je ne sais pas trop ce que ça va donner, je me sens déjà vieux con, mais ça vient. Donc là aussi, notre monde VUCA, complexe, tout ça, on manage ça. Et nos établissements sociaux et médico-sociaux, on a une particularité quand même, c'est que la pluridisciplinarité. Allez, on va lancer plein de concepts. La transdisciplinarité. Ah ouais, il faut qu'on ait des professionnels, hein, des gens qui ont des métiers pros. On a des travailleurs sociaux, des éducatifs, des soignants, des fois du médical. On a quand même un peu de médical dans le médico-social. Hein, et on a les managers. Hein, je veux dire, ça on fait des strates. Hein, et voilà, et tout ça, il faut que ça se parle. Vous avez un beau challenge. Je tire le trait, mais en réalité, c'est génial, hein, que ce soit clair. C'est le top. Voilà, mais bon, voilà, faut avoir la patate. Il nous reste un autre point à voir avant que je passe quand même sur un autre sujet. Je ne sais pas où j'en suis sur le timing du tout. Timekeeper. Alors, je voulais aborder avec vous une enquête sur l'engagement. L'engagement au travail. Ça, c'est très important. C'est une notion dont on a du mal à parler d'ailleurs. Où vous allez avoir les représentants syndicaux qui, oh, comment ça, engagement, on est tous engagés, bien sûr, on est tous engagés. Les postures idéologiques, oui, d'accord. Mais les Américains, ils s'en foutent, eux, ils font des études bien tranchées là-dessus. Et puis d'ailleurs, ils font une super étude mondiale, comme ça, ils comparent tout. Alors, j'ai pris volontairement, là, vous avez les données de 2013. Parce qu'en 2013, il y avait bien les 3 catégories. Ben, vous ne pouvez pas lire en haut. Ici, vous avez une colonne où le titre est marqué « Engaged ». Là, vous avez les salariés. Alors, je vais risquer à quelques petits noms d'oiseaux. Vous me prenez pas mal, s'il vous plaît. Hein. Je dirais les poules pondeuses, quoi. Les vrais salariés sur lesquels vous pouvez compter. Ouais, mais celles-ci, elles pondent des œufs en or. Hein. Ah ouais. Parce qu'elles amènent de l'innovation, monsieur Kratt. Elles amènent de l'innovation. C'est elles qui vont générer l'intelligence collective. C'est elles qui vont faire agent complexant, pour ceux qui ont fait un peu de chimie. C'est elles qui vont coaguler une partie de l'équipe. Parce qu'elles sont activement engagées, elles veulent rentrer dans le projet, elles veulent le faire, elles veulent réussir, elles veulent trouver d'autres solutions, elles s'en foutent, elles n'attendent pas, elles ne sont pas dans la critique des uns des autres. Vous avez ici, au milieu, les not engaged. Eux, on va dire, allez, c'est un cheval couché, tranquille, il saura se lever et suivre. Si on lui dit, oh, il y va, il suit, sympa. Non, il est sympa, ils sont bons. Et les derniers, c'est les actively disengaged. Ah, ceux-là, moi, je les qualifierais de renards. Ah, les renards, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils bouffent les poules. Ah ouais, bon, maintenant, vous regardez les résultats de la France, hein, si je puis me parler. Là, vous n'avez que l'Europe de l'Ouest. La France est dernière de chez dernière. Je voudrais juste attirer votre regard. On est dernier avec les Néerlandais qui, en 2017, eux, ils ont remonté sur le nombre d'activement engagés. Maintenant,
Regardez l'équilibre entre les 9% d'engagés et les 26% de actively disengaged in France. Yes. Cocorico. Je vous ai dit, moi, je suis pessimiste, c'est horrible, on est foutus. Non, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Hein. Puis alors, on regarde l'évolution, parce que bon, ils mettent du temps, hein, c'est une énorme enquête ce que fait Gallup. Et en 2017, nouveau résultat, où ils n'ont donné que les résultats sur les activement engagés, enfin sur les engaged. Et 2017, on a encore perdu des points. Les Néerlandais sont remontés, rassurez-vous pour eux. Alors, les Italiens sont passés en dessous de nous sur cette tranche-là, pour le coup. Ouf. Bon, en guise de comparaison quand même, parce qu'on va s'ouvrir au monde, on n'est pas comme ça, nous, hein, on ne discrimine pas. En Amérique, c'est 30% d'engagés. En 2017, 33%. Ok, regardez l'équilibre en Amérique, quand vous managez en Amérique, donc ouais, ils sont sympas, les anglo-saxons, pardon, les Américains, les anglo-saxons, regardez, les Anglais sont comme nous en actively disengaged. La vieille Europe. Mais manager aux States, vous avez un meilleur équilibre. Hein. Ah, manager de l'intelligence collective, tout ça, manager de la cohésion d'équipe, c'est plus simple. Donc, on est là-dedans. Question, ils n'ont pas séparé les différents domaines d'activité. Vous croyez que dans le social, on est sur le même équilibre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est une question. Voilà, j'ai dépeint volontairement, vous avez vu, je tire les traits à fond. Mais voilà, c'est juste pour un peu être marrant. Mais en réalité, les données, elles ne sont pas délirantes. Hein. Mais j'ai choisi, c'est très choisi. Mais c'est juste pour décristalliser, quoi. Il faut quand même qu'on arrête, changeons nos postures managériales, quoi. Parce que ça ne marchera pas, hein, les postures à papa, il y a trop de trucs qui bougent, quoi. Vous pouvez bien lire, je marque changement de gouvernance, année 2000. Moi je suis vraiment dans le social médico-social, hein, je ne suis pas très sanitaire. À peu près entre 90 et 2010, on a eu réellement une bascule dans la manière de gérer, cette fois-ci en haut, hein, les organismes gestionnaires des établissements et services, où vous avez eu une bascule entre de la gouvernance par des militants bénévoles, et on est basculé sur des postures purement gestionnaires salariés. L'arrivée de la construction des sièges sociaux, hein, ou des sièges de fondation, avec l'arrivée de directeurs généraux, la constitution tout de suite de services direction d'administration et des finances. Après, vous avez eu l'arrivée assez lente des postures de gestion ressources humaines. Là, c'est l'arrivée de DRH, trucs comme ça. Et puis, plus récemment, les arrivées de postures de direction qualité, etc. Tout ça, c'est pas si vieux que ça. Hein. Et comme on le sait, l'arrivée des nouveaux outils de gestion, ou principes de gestion, ou techniques de gestion, souvent au début, à l'arrivée, elle déstructure, elle déstabilise l'organisation, il y a une perte de savoir, etc. C'est vraiment, il y a un déplacement, quoi. Et quand on commence à maturer, les choses, elles prennent sens, l'intelligence collective s'active, et ça, c'est quand même la grande chance qu'on a, complexité mais simplicité inhérente. À un moment, l'intelligence des humains, on trouve une homéostasie, si c'est là, on nous l'impose, on va y donner du sens, on va faire avec et ça va marcher. Et toutes les approches de GRH, par exemple, elles ont mis du temps au début, une fiche de poste, c'est quoi, pourquoi, machin, c'est juste pour nous structurer. Mais en fait, on y a donné plus de sens. L'arrivée des premiers entretiens d'évaluation, c'était quand même un peu n'importe quoi, et ça commence à se stabiliser. Et je dirais, on est encore dans une phase un peu bordélique sur les approches qualité, et voilà, je pense que ça va se stabiliser. Parce qu'il y a énormément d'intérêt. Moi, j'ai la chance de travailler dans le médico-social et d'avoir toujours des clients industriels, et je le dis toujours pour choquer. Pour moi, une des boîtes dans le coin, où il y a la meilleure qualité de vie au travail, c'est l'usine de Continental à Sarreguemines. J'ai la chance d'accompagner les auditeurs internes là-haut, donc je voyage dans toute l'usine, je rencontre plein de gens, etc. Ils kiffent leur usine, ils kiffent fabriquer des pneus de qualité, ils kiffent se comparer aux usines d'à côté. Mais moi, je sais pas, je fais du vélo, ils viennent faire les crapauds, les 24 heures VTT à Metz. Vous voyez le stand de Continental, les drapeaux, tout ça, les gars, ils ont tous des trucs Conti. Ils aiment leur truc et ils sont fiers de montrer ce qu'ils font. Et donc, ils aiment leur travail, quoi, simplement. Donc on va laisser tout ça. C'est vrai que je reste sur cette interrogation sur outils de gestion. Et cette histoire d'ambiguïté qu'on a toujours dans le VUCA, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est encore dans une certaine résilience que le secteur social et médico-social a naturellement, parce que le travailleur social, il a été construit par une certaine politique qui s'opposait quand même
aux politiques un peu force de l'époque, quoi, hein, sortie de la guerre et tout ça. On avait toujours l'histoire du 68 art. Ok. Et donc, voilà, il y a toujours une lutte interne dans l'arrivée des nouveaux outils de gestion. Ça, c'est déstabilisant, vous avez à le gérer. Je vais accélérer un petit peu. L'affirmation des droits. J'en ai parlé tout à l'heure. Depuis la loi du 2 janvier 2002, on a affirmé des droits aux personnes accueillies. Code de l'action sociale et des familles. Avec plein d'outils de droit. Livret d'accueil, règlement de fonctionnement, contrat de séjour, avenant au contrat de séjour, projet d'établissement, personne qualifiée pour faire de la médiation et le conseil à la vie sociale, pour l'expression. Tout ça, je pense qu'on n'y a pas encore donné totalement le sens qu'on devait y donner. Je dirais la formalisation des résultats. On doit aujourd'hui faire des CEPOM. Il y a un tableau de bord à nourrir, etc. Et M. Kratz tout à l'heure me disait, ouais, nous, nos premiers CEPOM, on avait des tableaux de bord, parce que d'ailleurs, c'est le financeur qui demandait ça. Ils avaient une vision très analytique, il fallait plein de données très précises. Et ils avaient une cinquantaine d'indicateurs. C'est bon, c'est épuré, on est à moins d'une vingtaine, j'ai cru comprendre. Voilà, donc ça commence à arriver. Donc on a une formalisation des résultats qui a changé. Une logique de financement qui a changé. Avant, on avait les budgets prévisionnels. On savait discuter, on veut faire une évolution, on allait discuter le bout de gras à la DAS de l'époque. Maintenant, on est sur une logique de quelle sera mon activité, quelles ressources je pourrai avoir, le PRD, quoi. Tout ça, ce sont des changements importants. Vous avez la concurrence qui est mise en place dans le secteur social et médico-social. C'est toujours une accélération. Oui, je parle même aussi vite. C'est fait exprès, pour être cohérent. Non, je déconne. Vraiment la concurrence et les appels à projets. Avant, on allait discuter, vraiment, comme je le disais, bout de gras à la DAS, pour ouvrir des places, pour faire une section particulière. Aujourd'hui, c'est un appel à projet. Hein. Battez-vous, montrez qui va être le meilleur. C'est l'État qui garde la main. Toujours dans le secteur, je vais aller vite là-dessus, mais vous comprenez que j'étais très concerné. On a la formation des travailleurs sociaux, la formation des dirigeants. C'est un vrai questionnement. On a eu en tout cas une action gouvernementale en octobre 2015 sur la formation des travailleurs sociaux. Ça fait encore débat aujourd'hui. Hein. On n'est pas encore stabilisé là-dessus, pourtant il y a des re-engineering là-dessus. Puis je dirais, il y a encore une place assez omniprésente en France de la psychanalyse dans la formation des travailleurs sociaux. C'est une vraie question. Hein. J'avoue que moi, j'ai beaucoup été en contact avec des établissements qui géraient de l'autisme. Ça fait un peu peur de savoir que dans une recommandation de professionnel, en France, on nous dit encore ouais, il y a des accords d'experts pour l'accompagnement psychanalytique à l'autisme. C'est des choses qui se discutent. Pareil pour la formation CAFDES, on est en plein re-engineering, il y a des vrais questionnements. Je vais aller un peu vite là-dessus. Je pense que vous avez compris mon propos. Le monde est VUCA, le monde est complexe, c'est très complexe. Le secteur médico-social, il baigne là-dedans. Et en plus de ça, on voit bien qu'il y a beaucoup de textes qui changent, il y a beaucoup d'éléments qui changent. Donc mon propos face à tout ça, c'est de vous dire, essayez de déplacer vos points de vue, vos regards. Changeons de paradigme, hein, donc un ensemble de principes à faire changer. Alors, je vous propose plusieurs matrices. Déjà, une première vision hein, pour changer de paradigme. Réduisons notre part de rationalisme, mais allons plus vers les pensées pragmatiques. Le rationalisme, c'était, c'est très taylorien tout ça, hein, mais c'est on pense le travail, et après on fait travailler les gens. C'est très philosophiquement, Platon, Descartes beaucoup. Quand on est rationaliste, on pense qu'une idée, si elle est démontrée d'une manière logique, par un lien de cause à effet, c'est qu'elle est bonne. Ça, c'est vraiment la posture. On est en équipe de réunion, en équipe de cadre. Hein. Vous allez faire partie d'équipe de dirigeants. Si voilà, dans la réunion, on va discuter, voilà, et là, on intellectualise bien le truc. Donc là, on a un truc top. C'est bon, ça va marcher sur le terrain. Vous vous doutez bien que je me retrouve un peu plus sur le côté pragmatiste. Je mets en côté plus. Seule l'expérience sociale permet de valider une idée. Exposer les choses. Enfin, je veux dire, éprouver les choses. La méthode empirique, en fait. Quand on est rationaliste, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain dans son mode de manager? On contrôle des écarts. J'avais prévu que ça se passe comme ça, comment ça se passe sur le terrain? Et puis il faut vite qu'ils reviennent à ce qu'on avait prévu, parce que nous on est intelligents, on avait prévu le truc. Alors qu'en fait, l'activité est exploratoire, on apprend toujours. Le monde est tellement VUCA que on va apprendre. Puis de toute façon, celui qui pense tout ça, il est assez puissant. Mais bon, rationaliste, on va plutôt gérer des individus, des entretiens individuels, d'évaluation. Alors que la vision pragmatique va peut-être se dire, oh non, en fait, pour moi, l'activité, elle est totalement collective et pluraliste. Et moi, je veux faire mes entretiens, on va les faire en équipe. Parce que, voilà, je peux. Pourquoi je ne pourrais pas? Pourquoi je ne pourrais pas? Gardons les entretiens professionnels qui nous sont imposés. Et là, je vous avoue, c'est le qualiticien qui parle. Là, vous avez la lutte dans le monde de la qualité. Ici, vous avez, pour ceux qui connaissent la route d'Hemming, ça vous parle un peu je plan, do, check, out, act. Vous avez déjà entendu ça? Je prévois, je réalise,
j'évalue, je contrôle et je réagis. Ben en fait, William Edward Deming, à chaque fois qu'il entend qu'on dise la route Deming avec PDCA, il se retourne dans sa tombe. Il est dégoûté de la vie. Pourtant, il est mort. Hein. Et ce que William Edward Deming a fait, parce que c'est quand même il est deuxième créateur de la qualité, hein, c'est Walter Schwartz, hein, plutôt le créateur des approches qualité, et Deming était un thésard chez lui. Deming a identifié, enfin a modélisé la boucle de l'amélioration que Walter Schwartz avait identifiée, mais William Deming a créé sa roue en disant c'est Plan, Do, Study, Act. Ah bah tiens, dans le monde moderne, dans nos sociétés à nous, le study, on l'a mis de côté et on a dit check. Non, je veux des écarts. Parce qu'on est un peu dominé par une pensée rationaliste. Les grandes sphères politiques et académiques de notre pays, elles sont très quand même une vision rationaliste. Un autre point de vue de changement de paradigme. Sortons de la pensée analytique et allons vers la pensée systémique. L'analytique, il veut aller chercher le détail. L'analytique, il veut des indicateurs chiffrés très précis. Je venais d'en parler. Si on va en systémique, on a une vision d'ensemble, on prend de la hauteur. Et si on a une vision d'ensemble, on va dire non, je vais faire confiance à l'intelligence de mes équipes. Et donc moi, je veux peu d'indicateurs, peu de chiffres. 3, 4, c'est une colonne vertébrale. On se doute bien qu'il y a des os qui tiennent sur la colonne vertébrale. Tant que le bonhomme il tient droit, ça me suffit. Quand on est analytique, on veut des instructions, des procédures plutôt détaillées, quoi. Alors que le systémique, lui, il va dire non, attends, moi les procédures, les machins, les classeurs de procédures, j'en veux pas. De toute façon, on a tous fait ces conneries-là, qualiticiens par le passé. Ça marche pas. Je vous confirme, ça marche pas. Ça marche pas, Jérôme. S'accorder sur la finalité, ça c'est important. On va plutôt s'accorder aussi sur les attendus. Et on va modéliser des process. Quelle est la finalité du truc? On fait quelques activités là-dedans, mais on ne va pas tout détailler. Qu'est-ce qu'on a besoin au départ et surtout qu'est-ce qu'on va produire ensemble? Hein, c'est quoi la résultante? Ça s'arrête là. Après, on fait confiance à l'intelligence, au système qui doit fonctionner. Ensuite, l'analytique, c'est dans une logique de, quand il y a un problème, on fait des histoires d'arbres de cause ou des outils 5 pourquoi. Hein. Voilà, je pose 5 fois la question pourquoi, j'arrive à des trucs, puis j'ai des causes racines. Ouais, mais dans le monde VUCA, etc., tout est complexe, tout est interrelié, la notion de cause racine n'a pas de sens. Pour du compliqué, faites de l'analyse de cause racine. Mais en réalité, les outils systémiques sont des outils plutôt de réflexion de boucle causale. Et on doit plutôt réfléchir, nous, managers, comment je peux atténuer cette boucle. Par certains actes, je peux la faire tourner moins vite. Pourquoi une procédure est moins bien comprise qu'une autre? Peut-être je suis mal formé, parce que j'ai un manager qui en combat avec un autre, etc. C'est tellement complexe qu'évidemment, c'est des boucles. Les choses, il faut juste prendre du recul et peut-être simplement se mettre d'accord sur le système qu'on voit et donc comprendre la complexité dynamique. Et après, vous faites confiance à l'équipe. Il n'y a rien de tel qui soigne. C'est quand je comprends mon mal, je me soigne tout seul. On est très intelligent. Il faut le croire. Alors, il y a aussi cette logique très vieillotte dans posture managériale qui est le command and control, mais qui s'oppose clairement au management de l'intelligence collective. Le command and control, c'est vraiment le manager qui sait moi, on me le dit souvent, alors, quand je fais les entretiens pour le CAFDES, c'est quelque chose qui me choque. Je fais des entretiens de sélection. Et waouh, mais vraiment j'ai été sur le baba. Ah ouais, non, mais si, le directeur, il doit décider. Ok, alors je vois bien, faisons le pan à l'intelligence collective. La nuance est assez subtile, mais elle est importante. Le manager, il va stimuler les échanges, il va arbitrer les différents points de vue, et à la fin, il va décider. Mais attention, des fois, il faudra qu'il décide en laissant l'équipe choisir peut-être le mauvais chemin. Et il va assumer les choix. Parce qu'il faut que l'équipe fasse sa connerie. Parce que si vous ne la laissez pas faire sa connerie, pour ceux qui ont des enfants, vous comprenez sûrement mieux ce que je veux dire. Il y a un pan qui n'a peut-être pas beaucoup d'enfants, il y en a beaucoup plus. Mais ceux qui ont des gosses, vous pouvez leur dire « Non, tu fais pas, non, tu fais pas !» Ils vont le faire quand même. Tant qu'ils ne l'auront pas fait, vous n'écouteront pas. Je sais que ça peut peut-être être mal perçu, cette histoire de vision managériale, éducative, mais bon, c'est de l'humain. Je veux dire, c'est de l'humain, les enfants, c'est des jeunes humains. Et des fois, vous savez, le groupe infantilise un peu. Hein. Et donc, oui, le manager, des fois, il va décider de dire « Ouais, je vais assumer la connerie de mon équipe. Ok, faites. » Et lui, il va se démerder, il va se défendre, etc. Mais n'empêche, ce qui est important, c'est que, ouais, seul, on va plus vite. Ensemble, on ira plus loin. Donc, faites votre connerie, mais je sais qu'à la fin, le projet, on y reviendra, on prendra le bon chemin. Moi, j'ai l'expérience, mais je sais que vous avez besoin de le faire. Un bon éducateur, il sait ça aussi. Bernard, un bon éducateur, il sait ça. Non, je déconne. Mais le stratège, en tout cas, quand il est command and control, il dit la stratégie, c'est moi. En systémie, on sait très bien qu'on a intégré les dernières visions de posture managériale co-responsable.
moi, je veux dire, je sais que je veux que l'équipe décide la stratégie. Et c'est essentiel. Alors, ça, c'est un point qui est très important et fondamental pour moi, et c'est le message que je voulais vous passer. Ça, c'est avec cet aspect-là qu'on voit à peu près où on bascule. Parce que vous savez, dans les discours, on vous dit « Non, non, mais moi, je suis dans le management participatif. » Et vous regardez les temps de réunion, et vous avez un manager qui prend toute son équipe, donc il a toute son équipe en réunion très régulièrement, et il lance l'ordre du jour. Et il lance l'ordre du jour, donc il n'y a pas de technique. En fait, il dit « Bon, là, on va parler de ça. » Puis quand il lance le sujet, bah, il continue, il dit « Bon, voilà, parce que machin. » Puis il donne tenant, aboutissant, il donne bien sa vision. Comme ça, il y a ce qui s'appelle le biais d'autorité. Les autres se positionnent par rapport au chef. Vous avez les faillots, les opposants, les machins. Mais en fait, il a biaisé complètement l'intelligence collective. Alors que quand vous voyez un manager qui dit « Non, non, moi je parle en dernier », il le dit à l'équipe, « Moi je parle en dernier ». Et d'ailleurs, on va utiliser des post-it, vous savez, les petits post-it, les petits papiers là. Et là, on va manipuler des idées. Mais avant, hein, silence, 10 minutes, chacun met ses idées. Tout le monde a parlé. Je stimule l'intelligence collective. Ça se voit, c'est aussi simple que ça. Enfin, un paradigme important, je vais aller vite là-dessus, mais on doit réussir, et là je reviens sur la notion de temps, parce que vous êtes tous sûrement avec des belles valeurs, mais vous êtes dans l'urgent. Je veux répondre aux sollicitations, je veux être disponible, je veux honorer mes rendez-vous, je veux honorer mes engagements, je veux honorer mes délais. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Hein. Mais en réalité, on est quand même polarisé par l'important. Un manager, il devrait être capable de sanctuariser l'important. L'important, c'est déjà de clarifier ses priorités. C'est quoi mon rôle de manager? Ah ouais, je dois être garant du projet d'établissement. Hein, offre d'emploi, premier truc, c'est projet d'établissement. Je dois assurer la cohésion d'une équipe vers un projet. Bah déjà, il faut que ça soit clair. Et peut-être qu'on va peut-être commencer à apprendre à savoir déléguer, à dire non. À se prévenir des problèmes, parce qu'on va dire non, non, mais moi j'en ai marre, je suis perdu, il y a trop de délais, eh ben, je vais laisser choir certaines choses. Ah, mais malheureusement, c'est comme ça. Hein. Parce que moi, je vais revenir sur l'important. Vous avez peut-être tous vu la matrice d'Eisenhower qui dit ici l'urgent et l'important. En effet, là, c'est urgent et important. Important. Je le fais. C'est important, ok, je planifie et je vais le faire, je le respecterai. En revanche, ouais, il y a peut-être des trucs urgents moins importants. Non, je vais déléguer. Et le reste, carrément, parce qu'il y a plein de non-urgents importants qu'on fait quand même. Et là, normalement, on ne devrait pas faire. Je finis avec mon exemple. Je pense que vous avez compris la teneur de mes propos. Globalement, c'est la décristallisation, déplacez-vous dans l'idée. Je voudrais vous parler d'un petit exemple de projet d'établissement qui pourrait être une illustration de comme quoi on peut faire des pas de côté. Le projet d'établissement, il y a peu de réglementation, hein, de choses légales imposées pour le projet d'établissement. On a un article qui dit que tout établissement social, médico-social doit avoir pour une durée de 5 ans maximum, la loi dit maximum. Personne ne vous interdit de faire des projets plus courts. 5 ans maximum. Pour définir des objectifs, et on nous donne 3 types d'objectifs. Définir des objectifs de coopération, donc ouais, on n'est pas seul, l'établissement n'est pas tout seul, il y a de la coopération. Objectif de coopération. Objectif de coordination. Comment on se coordonne là-dedans? Comment ça fonctionne tout ça? Quels sont nos process? Mais pas trop. Hein. Et dernier objectif d'évaluation et de la qualité, enfin d'évaluation des activités et de la qualité des prestations. Vous devez avoir des objectifs sur les 3 aspects-là. Un projet d'établissement, c'est d'abord des objectifs de coopé, de coordination et d'éval. Et enfin, il doit définir l'organisation, le fonctionnement. On vous précise rien de plus. Vous avez une recommandation de l'agence nationale, hein, ANESM, qui est maintenant l'HAS, qui nous recommande 7 thématiques à traiter. Dans les 7 thématiques à traiter, oui, on a l'organisme gestionnaire. Bon, on va dire, voilà, moi, si mon organisme gestionnaire, c'est SOS, j'ai un projet SOS, vous pouvez le voir, il est là, ça prend une ligne. Après, on nous dit on doit parler de la population. Ouais, c'est bien, parlons de la population, mais généralement, on sait très bien auquel pied on bosse. On n'a pas besoin de 12 pages pour dire il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des trucs. Je vous avoue, j'ai lu plein de projets d'établissement. J'ai fait plus de 60 évaluations externes, hein, en tant qu'évaluateur externe. Des projets d'établissement, j'en ai vu plein, avec plein de caractérisation de population. J'ai rarement vu le lien entre les objectifs définis et les évaluations de population. Généralement, vous pouvez prendre une équipe de professionnels, vous leur dites mais alors votre population elle est comment? Ils vous disent bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ils ont raison. Mais vous pouvez faire après de l'analytique si vous voulez. Hein. Vous pouvez. On nous demande de parler de l'offre de service. Ça, c'est très important. Mais d'ailleurs, un autre outil de droit, livret d'accueil, nous permet de définir l'offre de service. Mais d'ailleurs, dans notre projet d'établissement, on va pouvoir dire, voilà, l'offre de service, ben, nous, on fait ça, ça, ça comme accompagnement. C'est ça qu'on fait. Pas trop l'intellectualiser non plus, hein, sinon vous perdrez votre équipe dans le projet d'établissement. La recommandation nous dit
de définir les principes d'intervention. Ah ouais, nos rituels, s'il y a des formations qu'on doit avoir, je ne sais pas, si on veut justement de la systémie familiale, qui est peut-être une dérivée de l'approche systémique, mais systémie familiale, bah, ok, on peut dire, on va se former, systémie familiale, on peut mettre ça dans un plan d'action. Et enfin, 7e thématique à traiter, recommander des objectifs. Des objectifs. De progression, de développement, voilà, des objectifs. Et ben moi, je vous propose juste une illustration pour finir. C'est que moi, je voudrais qu'on se dise, mais ces projets d'établissement là qui font 40, 50 pages, enfin, pour ceux qui sont du secteur, je regarde un peu plus par là, je suis désolé, je sens plus de jeunesse là, je suis discriminant sans avoir cherché les infos. Voilà, c'est horrible, hein, vous avez vu? À tort. Hein. Mais vous pouvez envoyer les boulettes, allez-y, envoyez. Non mais vous avez vu des projets d'établissement, vous avez peut-être déjà participé à cette belle émulsion collective qui est la rédaction du projet d'établissement. C'est super, hein, moi ça je ne critique pas, j'aime bien. Le problème c'est la retombée qu'il y a après, et puis il ne se passe plus rien pendant 4 ans, 4 ans, parce que des fois on a presque 1 an pour élaborer un projet. Enfin, excusez-moi, 1 an pour écrire un livre, ensemble. Au moins on a écrit un livre ensemble. Après, sur l'opérationnalité de la chose, je remarque que depuis une dizaine d'années, on a la chance d'avoir quand même des petits plans d'action. C'est vrai, hein, on a des plans d'action. Vous en avez des plans d'action dans votre projet d'établissement? Est-ce que vous avez le rituel pour suivre le plan d'action, pour le coup? Là, c'est principe d'intervention, parce qu'on devrait avoir ça. Et c'est peut-être le plus important. Normalement, tous les trimestres, on a une réunion d'équipe, on met un point à l'ordre du jour, point sur notre projet. Et on parle de notre projet. On a des actions à faire, on a des objectifs à atteindre, on en est où? On regarde ensemble, on fait converger les regards et les énergies. C'est ça le projet d'établissement. Et donc, moi, je suis assez critique sur la forme actuelle, et je vous soumets l'exemple d'utiliser le projet. Alors évidemment, là c'est la partie la plus opérante hein, et visuelle. Vous doutez bien qu'il y a un travail derrière. On pourra peut-être en parler un peu plus tard après. Mais c'est l'arbre du but, Goal Tree, qui vient en fait, encore une fois, de la théorie des contraintes d'Eli Goldratt. Mais là, c'est un de ses disciples qui s'appelle William Detmer, qui a conceptualisé un premier arbre qu'il est nécessaire d'avoir, sinon on ne peut pas juger de sa contribution au projet de l'équipe. Parce qu'en effet, savoir si je sers à quelque chose, si je suis performant, le mot est peut-être pas encore très accepté, mais c'est important. Et c'est vrai que moi, chercher dans les 40 pages du projet d'établissement où est-ce que je suis, comme ça, puis souvent avec les contradictions qu'on peut lire, compliqué. Donc moi, je vous propose cet outil-là qui ressemble à ça. En haut, la case bleue tout en haut, c'est le but. Vraiment, en haut, c'est le but de l'équipe et c'est formalisé par l'équipe. C'est simple. Le niveau d'en dessous, ce sont des facteurs clés de succès ou facteurs clés de réussite. En fait, on a besoin de faire les 4 trucs-là pour atteindre notre but. Accolé à ces facteurs clés de succès, facteurs clés de réussite, eh ben, on définit voilà, nos objectifs. Mais là, concrètement, en fait, vous n'avez pas directement les objectifs, vous avez les indicateurs. Parce qu'en réalité, je trouve que c'est ambigu d'aller sur objectif proprement dit. Mettons déjà des indicateurs et laissons l'équipe définir la jauge et ajuster la jauge, parce que l'équipe, c'est elle qui vit le truc. Moi, je trouve que l'activité a un caractère exploratoire, et c'est seulement parce qu'elle vit, parce qu'elle ressent. On est des humains, on ressent. Hein. Ouais, rationalité, émotif, c'est important. Et on a des indicateurs, et en fait, c'est à nous ensuite de poser les jauges. Et en réunion d'équipe, quand on se dit, bah tiens, alors les dernières enquêtes de satisfaction à l'admission, bah, voilà ce que nous ont dit les derniers arrivés. Ok, bah c'est bien, on est satisfait. Bah on est satisfait, c'est bien, on va vers notre but, c'est bon. Par exemple, on peut avoir des remontées de préoccupations des groupes de migrants chaque semestre. Ah bah là, ce qu'ils nous disent, tout ça, bon bah c'est bien, on peut ajuster, on peut y répondre dans le dialogue. Ou alors, vu ce qu'ils nous disent, on va peut-être changer un point au règlement de fonctionnement. Ah tiens, on se met à être en dynamique. Et je dirais, mon message est là. Pour élaborer ça, avec une équipe, c'est 2 à 3 séances de travail. Ça va vite. Ce n'est pas 6 mois pour élaborer un projet d'établissement. Derrière, si vous voulez faire des trucs bouquins, on peut prendre les anciens projets, généralement, c'est bon. Donc on peut avoir un petit fascicule de 20 pages à côté pour satisfaire les canons du secteur. Mais là, vous avez le cœur du réacteur. Et l'équipe, ce qu'elle aime bien, c'est un process de décision court. Eh bien quoi, c'est amusant au travail quand je peux maîtriser le projet de ma boîte, de mon établissement. Ben là, je commence à kiffer mon boulot, quoi. Et je vois que mon manager, il est là-dedans. Et puis ça va tellement vite que 3 mois après avoir fait ça, on est déjà au premier point pour en parler. Alors quel indicateur on a déjà? Quelle action on a déjà commencé à mettre en œuvre? Où on en est? Ah mais en fait, on a le pouvoir là. Mais c'est important le mot, on a le pouvoir.
Bah donc, ok, c'est cool, c'est ça un projet d'établissement. Bon, derrière, vous avez ce qui s'appelle les conditions nécessaires. Ça, c'est encore une fois, c'est l'équipe qui le fait. Comment ça se fait dans la pratique? Donc, j'avais prévu de lire avec vous un peu plus ça. Je relaisserai peut-être à l'écran quand on revient aux questions-réponses. Juste rapidement, comment ça se fait? Je vous donne tout de suite la recette. Hein. Faites. Voilà, c'est une illustration n'a pas de côté. Qu'on sorte des traditions. Mais pour formuler le but, c'est simple, c'est 3 questions. Puis vous allez comprendre que je suis dans la réponse aux thématiques recommandées pour le projet d'établissement. Pour qui travaillons-nous? Qui sont nos bénéficiaires? Qui sont nos usagers? Il faut aimer le terme usager. Pour qui travaillons-nous? Et puis, quelle est notre mission? Ah bah tiens, c'était aussi une thématique à traiter. Bah tiens, ça en fait 2 déjà. Et juste dans le but. Hein. Ensuite, comment pouvons-nous qualifier que cette mission, on l'a fait, mais on l'a fait bien? Là, souvent, les équipes, elles m'ajoutent des adjectifs qualificatifs. Ah, nous, on veut être bienveillant. Ah, d'accord, heureusement qu'on construit la suite de l'arbre pour savoir qu'est-ce qu'on met derrière le mot bienveillant. Mais au moins, on le fait. Et on se met d'accord sur des indicateurs. Hein, qu'on va mesurer, et donc en fait, on fait converger les regards et les énergies vers le but commun. Parce que quand on a un but commun, on est une équipe. Vous savez, si vous faites une équipe de foot et que du village, là, et que vous ne dites pas, non, mais nous, on veut se maintenir, ou non, non, nous, on veut monter, être en division d'honneur, ou alors vous dites, non, non, mais nous, on veut jouer comme ça, et puis surtout picoler après. Si vous ne définissez pas ça, ça va gueuler dans les vestiaires, hein, je vous garantis. C'est ce que vous vivez, hein, si vous ne managez pas cette intelligence collective, si vous n'êtes pas une vision systémique avec des outils simples, rapides, d'aujourd'hui, qui collent au monde VUCA, qui collent au monde en accélération. Et une fois qu'on a notre but, je demande un truc tout simple. Bon, on est d'accord, on a formulé notre but ensemble, on est d'accord, hein, c'est nos mots, c'est nous, hein, c'est notre ADN, d'accord. Et bien, je leur demande de me dire, par l'aide d'un brainstorming, moi j'adore les post-it, hein, j'en ai plein les trucs, j'en utilise en permanence. Je leur demande, je dis, ben non, vous me dites, quelles sont les actions principales et nécessaires qu'on doit mettre en œuvre? Hein. Donc là, c'est vraiment, les gens parlent de leur boulot, de ce qu'ils veulent, ou alors de ce qui les frustre. On n'a pas ça. Pas grave, okay, on a une condition nécessaire qui basculera dans le plan d'action à la fin, parce qu'il n'y a que 2 outils, un tableau de bord, un plan d'action. Et donc, ils vous font des petits papiers, on les regroupe en ensemble, donc on a bien des conditions nécessaires, hein, c'était les trucs d'en bas de là, voilà. Et une fois qu'on a nos conditions nécessaires, bon, on les regroupe et on essaie de mettre un titre à ce truc-là, en fait, c'est notre facteur clé de succès. Ben, j'ai fait l'arbre, c'est fini. Donc concrètement, ça s'illustre aussi simplement que ça. Là, vous avez les petits papiers qui disent le nom de la condition nécessaire, là-haut, le titre du facteur clé de succès. Une séance de travail, une. Après, allons explorer, allons voir si ça marche, etc. Empirique, s'il vous plaît. Pas de rationalisme. Et il reste à cette étape-là, vraiment, la discussion la plus houleuse quand on fait le projet d'établissement sur une logique type arbre de but. Bah, c'est la discussion sur, OK, alors comment on va apprécier ensemble qu'on va bien vers le facteur clé de succès au regard de tout ce qu'on lit, tout ce qu'on avait dit, etc. Là, c'est là où ça commence à être fun. C'est pour ça que je ne veux pas vous embêter plus, je vais laisser ça à l'écran avant la fin, vu que je vois qu'on me presse. Mais regardez, là, concrètement, on est dans un établissement qui accueille des migrants. Ils ont déjà fait leur demande d'asile, ils ne l'ont pas obtenu. Donc, ils ont vous savez, le truc de quitter le territoire français. Hein. Et derrière, en fait, ce truc-là, on les garde en France. Parce que ceux qu'on conduit à la frontière, je ne vous fais pas un dessin, si on pense systémique, vous savez bien ce qui se passe. Hein, voilà. Donc, eux, leur job, c'est... Alors, voilà, c'est la formulation de l'équipe. Hein, c'est assurer un accueil d'urgence, et un accompagnement bienveillant pour maintenir l'insertion des migrants dont la demande d'asile a été rejetée. Et donc, on a accueillir dans le respect, communiquer les règles de fonctionnement, parce qu'ils galèrent quand même, hein, vous avez des gens qui ont des cultures différentes, sont dans des appartements à Metz, etc., écouter les préoccupations et les faire participer à l'organisation de notre structure, HU Migrants, accompagner les personnes à se maintenir dans les meilleures conditions en France, parce que là, les préfectures, ils envoient les flics et ils activent le QTH si les gamins ne vont plus à l'école, par exemple. Même si les gamins ont des trop mauvais résultats scolaires. Et s'il n'y a pas une preuve comme quoi ils recherchent à s'insérer professionnellement parlant ou en association ou en bénévole. C'est aussi simple que ça, l'offre de service. Et ici, on doit coordonner le travail. Il y a 7 indicateurs. Une enquête de satisfaction à la fin de la phase d'admission. Pour les écouter, c'est l'histoire de construire une sorte de CVS, mais alors vous vous doutez bien que c'est en fonction des communautés, des langues. Et chaque semestre, il y en a un qui sait parler français, qui vient participer à la réunion d'équipe. C'est 2 fois par an. Là, on est dans l'accompagnement, respect des délais d'ouverture de droit. On est obligé, quand on gère un hébergement d'urgence migrant, d'ouvrir les droits CAF et les droits CPAM.
Et eux, ils se disent, c'est 10 jours. Ils l'ont défini eux-mêmes 10 jours. Donc 10 jours, on a fait les demandes. Après, on suit dans le projet personnalisé. Parce que c'est long, hein, c'est plus long que ça. Après, il y a une analyse trimestrielle des avertissements que disent mettre les travailleurs sociaux. Parce que vous doutez bien qu'il y a des recadrages oraux. Mais il y a des familles qui ne comprennent pas certains trucs. Donc ils leur mettent des avertissements écrits avec des croix à cocher, mais c'est traduit, etc. Et là, ils font une sorte de diagramme de Pareto. Je vais peut-être un peu vite. Mais c'est une caractérisation du nombre et du type d'avertissements qui sont remis. Puis donc on analyse ça en équipe. Et ici, il y a le taux d'effectivité des actions, parce que je disais, scolaire et professionnel, plus un point très important qui est un indicateur que je trouve très qualitatif, c'est une lecture des évaluations de l'aide apportée. Concrètement, ils ont dans leur formulaire projet personnalisé, à la fin, une question qui dit « mais est-ce que tu trouves que je t'ai assez aidé? C'est bon ?» Alors vous doutez bien que des fois, le travailleur social n'est pas trop content de la réponse. Mais bon, c'est comme ça, on essaye d'inverser le dialogue, hein, d'inverser la logique. Aidant-aider, on n'est pas dominant en fait. On doit essayer de... Et enfin, pour là, cette fois-ci, la gestion, réaliser un point trimestriel, ce que je disais, en fait, un point trimestriel sur cet arbre du but. Si on borne ça, il y a un point à l'ordre du jour qui prend la moitié de la durée de la réunion d'équipe. Et enfin, on a un plan d'action. Et les actions, il faut qu'elles soient réalisées quand même. Je conclus. J'ai le droit de conclure. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que oui, ça pourrait paraître noir, etc. Mais il y a tellement de moyens, tellement d'outils de gestion que la science de gestion nous apporte. Vous êtes en début de MOS et je pense que vous allez pouvoir profiter à fond de cette année pour en capter. Et vous, humblement, avec vos 10 petits doigts, avec votre cœur, d'essayer d'être des managers qui vont contribuer à faire évoluer le secteur social, médico-social français, peut-être le secteur sanitaire français également, parce qu'on est en retard quand même. Il y a quelques pays, même la Belgique juste à côté, le Luxembourg, l'Allemagne, sinon le Québec. Franchement, on peut faire des trucs super. Donc là, c'est nous. Voilà, en fait, c'est pour ça que j'ai accepté de venir. Je voulais vraiment passer ce message-là. Combien de temps? J'ai fait combien de temps? Presque 1 heure. Ouais, désolé, le timing, j'ai pas été... Je ne sais pas quel genre de questions vous pouvez me poser, hein, j'appréhende bien sûr. Après un peu d'eau. Il n'y a pas une bouteille d'eau quelque part? Claire, je ne sais pas, mais j'espère que vous avez compris vraiment la volonté du message en fait. Hein, c'est un acte de com que je viens de faire. Sur la véracité scientifique, tout ça, c'est discutable. Bonjour, Jean-Philippe Naud, enseignant-chercheur, responsable du M2MOS à Nancy. Et merci pour la présentation, que je trouvais vraiment c'était super stimulant et j'ai bien compris la volonté d'avoir des avis un peu tranchés. Et c'est vrai que je rebondissais juste sur le côté, les trucs sur l'engagement, où je voulais dire aussi que il faut les prendre aussi avec des pincettes parce que c'est des mesures quantitatives qui sont faites dans un pays, que la définition culturelle de l'engagement, ça peut ne pas être la même dans un pays et dans un autre. Du coup, le fait qu'une enquête américaine ait les meilleurs, et des très bons scores, c'est peut-être aussi parce que c'est une définition culturelle de l'engagement qui est liée à ce pays-là. Je ne dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est vrai. Il y a par exemple Dominique Méda qui a travaillé aussi sur le travail et qui dit voilà. Donc voilà, je ne remets pas du tout et bien, je trouve que c'est intéressant et que l'important c'est que ça provoque des discussions, mais que c'est aussi à se dire voilà. On peut prendre un peu de recul par rapport à ça et on n'est peut-être pas les moins bons élèves non plus, comme ont pu le montrer les discussions de ce matin. Mais voilà, merci et c'était très chouette et j'aime beaucoup les travaux d'Armut Rosa sur l'accélération, donc c'était vraiment super intéressant. Mais vraiment, merci pour ce retour. Moi, je suis super content qu'on entende ça. Il faut modérer tous mes propos. Je l'ai dit en début, c'est bien de reboucler là-dessus. J'ai choisi les concepts. Je vous trouve autant de concepts qui vont dire le contraire, parce qu'on est dans un monde VUCA, en réalité. Et là, ça servait un acte de communication. Bon, on m'a dit, viens intervenir en début, en réunion de rentrée. Et en fait, vous êtes les managers de demain. Moi, quand j'ai accueilli la promo de Cafdésien, j'ai eu cette posture-là. J'essaye d'avoir une posture un peu impliquante pour décristalliser, mais c'est tout à fait vrai. Et je peux rebondir ?
Non mais oui, j'ai choisi l'enquête Gallup parce qu'elle est accablante pour notre pays et je pense qu'elle peut avoir une résonance, et encore une fois pour l'auteur, elle peut avoir une résonance dans vos esprits, dans ce que vous pouvez vivre, mais non, le travailleur français est super résilient. Et je pense que dans le travail social, alors je ne peux pas trop parler pour le sanitaire, mais dans le travail social, cette capacité de résilience, vous savez, la résistance française, il y a plein de choses comme ça qui viennent de notre culture, qui sont une force et qui font qu'on doit être hyper enthousiaste de se dire, allez, on peut aller manager ça avec plaisir. Parce que de toute façon, complexité égale simplicité inhérente, et on a toutes ces forces. Le français, ça rend fou les luxembourgeois, mais il est plus complexe. Mais je pense que vraiment il est plus complexe parce que nous, on n'a pas peur de dire ce qu'on pense, on n'a pas peur de râler, etc. Et nous, l'ambiguïté, on va jusqu'au bout. Et je pense que le questionnement éthique, ou alors je dirais la démarche d'éthique professionnelle, je ne crois pas que vous ayez des cours là-dessus en MOS, mais la démarche d'éthique professionnelle, vous savez que d'ailleurs on a une recommandation là-dessus, on doit faire du questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Le questionnement éthique, il peut être très bien conduit en France parce qu'on a vraiment une culture et notre système éducatif nourrit fortement ça. Et quand on arrive à accompagner ça, je sais que ce qu'on a là, quand on fait une réunion de revue du but collectif, c'est riche ce qui se passe comme échange. Souvent, ce qui manque, c'est les briques de cette cible en fait, qui est au loin. Moi, je suis l'archer, il faut que je sache où je tire, mais au moins, je sais orienter mes discussions. D'autres questions? Remarques, interventions, prise de parole? Au risque de bousculer l'intervenant? Mylène Rovéré, donc je suis chef de service dans un IME. Et moi, je voulais juste faire le commentaire que j'ai trouvé votre intervention vraiment très intéressante. Merci. Et je me suis retrouvée dans tout ce que vous avez dit. Merci. C'est aussi pour ça, je pense, alors je ne parle pas, parler au nom de tout le monde, mais moi, par exemple, j'ai pas de questions parce que je me suis retrouvée dans tout. Et effectivement, je veux juste rajouter qu'à la fin, au niveau du projet d'établissement, je suis assez d'accord. On construit encore assez bien avec l'équipe le projet, mais après, on a tendance à le mettre de côté et on continue notre quotidien et on ne le reprend pas forcément comme un outil vraiment de management. Et là, je pense qu'on a vraiment des gros progrès à faire. Voilà. Vous allez avoir des cours de management stratégique. Il y a pléthore d'outils. Ils sont tous intéressants. Moi, ce qui peut me gêner, en fait, dans parfois la résilience du secteur social et médico-social face aux arrivées des nouveaux outils de gestion, c'est un peu la posture idéologique. C'est ça, comme si on avait du caca, là, ça vient du monde de l'entreprise. On me l'a déjà fait, hein, en mission de conseil, on me l'a déjà fait. C'est-à-dire, on me paye pour venir et en fait, en face, on me dit, ah non, mais ça, mais pourquoi ? Vous, libérez-vous de ça. Non, non, oui, il y a des outils, mais si on les adapte, si on essaye de justement faire un peu de questionnement éthique, tout peut être bon. En réalité, le monde, comme on le dit, il est ambigu, mais en fait, un outil, on peut le prendre d'un côté, et même s'il a été mal utilisé en bancaire, mal utilisé en industrie, des fois, il a quand même une rationalité, pour le coup, hein, une rationalité dans sa création. Si on va la rechercher, et on se dit, ah, mais alors où est-ce que ça peut nous servir? Et des fois, le simple dialogue avec une équipe, parce que l'intelligence humaine est quand même incroyable. Je vous rappelle un truc, hein. Freud disait, c'est un peu comme l'iceberg, hein, l'esprit. Je sais pas, l'iceberg, je crois qu'il y a, sur les valeurs, vous me reprendrez peut-être, je crois que c'est 1/6 qui est hors de l'eau, et donc 5/6 émergé. C'est pas ça? C'est l'ordre de grandeur. Allez, je suis pas loin. Mais l'idée, ce que je veux dire, c'est que le subconscient ou l'inconscient humain capte plein de choses. Et des fois, nos collaborateurs ont du mal à dire, voilà, mais eux, ils voient, ils ont quand même compris. Hein. Ils ont quand même compris. Des fois, c'est les réactions que vous allez lire après, parce que beaucoup de managers sont un peu primitifs sur « Ah, mais je leur ai expliqué hein !» Mais depuis quand? Dire quelque chose en réunion, ça sert à quelque chose. Pour moi, dire quelque chose en réunion, c'est le truc, c'est le niveau 0. Je l'ai fait, c'est bon, maintenant on va pouvoir bosser. On va pouvoir rentrer dans la régulation, on va pouvoir rentrer dans les évaluations, etc. Et c'est ça qui est important d'intégrer. C'est voilà, dans vos cours de management, vous allez avoir des enseignants-chercheurs qui sont franchement puissants. Puissants. Tout le monde ne captera pas tout.
Mais s'il vous plaît, les signifiants que vous allez avoir, mais les signifiants que vous allez avoir, ne les rejetez pas idéologiquement parlant, comprenez les outils et dites-vous que tout est apportable. C'est à vous. Moi, je dirais le message que je voudrais que vous entendiez, c'est le manager dans ce monde VUCA, dans ce monde très complexe, il doit avoir une grosse boîte à outils. Parce que des fois, de temps en temps, on sort la grosse clé à molette, de temps en temps, on a besoin des petits tournevis, et on doit avoir plein d'outils différents. Ce qui est un truc, moi, qui m'a fait souffrir dans ma connaissance du secteur, c'est cette tradition de la réunion d'équipe. Et ça nous vient, alors je me risque à un truc, mais vous aviez historiquement, la construction du secteur, quand c'est un peu professionnalisé, c'est-à-dire on était encore avec des gérants bénévoles, enfin des dirigeants bénévoles, quelques gestionnaires, mais légers, et des professionnels qualifiés. Là-dedans, vous aviez les médecins psychiatres qui faisaient la synthèse. Leur vision du patient. Et là, ils dictaient ça à l'équipe qui était là. Et c'est important qu'on soit tous présents. Ça me gonfle. Dans une réunion, le fait qu'on n'ait pas de technique d'animation, tout ça, ça me rend fou. On en a plein des techniques d'animation. Plein. Mais je vous ai la technique simple que je vous recommande, s'il vous plaît, vous amenez un sujet, vous ne donnez pas votre avis, vous écrivez une question à un tableau blanc, et vous dites, voilà, on a 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, si quelqu'un aura besoin de finir, on laissera le temps, mais vous écrivez chacun au moins 5 idées sur un post-it. Et après, le fait de se... Enfin, je sais pas, moi j'aime bien quand j'ai écrit un post-it, donc c'est mon idée. C'est mon idée. Mais quand je vois que quelqu'un prend mon idée et la manipule, je commence à jubiler. Ça y est, c'est de l'intelligence collective. On est en train de co-construire. Et moi, quand je prends l'idée d'un autre et que je la manipule, en fait, on est en train de vivre des trucs. C'est tout simple. Pourquoi on le fait si peu? Merci Bertrand. C'est bon? Ah, mais c'est bon. Il faudra peut-être faire des conférences de gesticuler, suggestion. C'est la nervosité qui sort comme ça. Dernière séquence, j'invite l'association Olmos à venir à la tribune.